Bonjour, Rachel Kahn, merci d'avoir accepté d'échanger dans le cadre de la Journée de la culture et du livre juif. Vous êtes juriste, vous êtes ancienne athlète de haut niveau, vous êtes actrice, co-directrice d'un centre culturel dédié au hip-hop en plein cœur de Paris qui s'appelle La Place, et vous êtes autrice d'un roman et d'un essai, enfin de 2 essais où vous avez collaboré à un essai collectif Noir n'est pas mon métier, et vous publiez aujourd'hui aux éditions de l'Observatoire Racé, qui est un écrit très personnel pour faire entendre votre voix sur la question identitaire et au milieu des débats passionnés, voire tumultueux qu'elle suscite actuellement en France. Votre voix, elle est très singulière puisqu'elle porte en elle différentes races, ou plutôt différentes racines, différentes origines. Est-ce que vous pourriez nous en parler ? Oui, bien sûr. Merci d'abord de cette invitation. En fait, mes origines, effectivement, elles sont multiples. Mais au fond, comme tout le monde, c'est simplement que moi j'ai des gros paquets de l'histoire de France en fait qui traversent mon sang et je voulais en parler cette fois dans un essai. C'est vrai que dans mon roman, je le fictionne, mais c'est cette histoire en fait que je qualifie d'afro-yiddish, c'est-à-dire avec une maman donc d'origine ashkénaze qui est née en 1940 et qui a été cachée pendant la guerre et mes grands-parents déportés, donc je suis petite fille de déportés. Et de l'autre côté, mon père qui est arrivé après les indépendances africaines et qui a rencontré ma mère dans une bibliothèque et qui a eu la chance aussi de rencontrer mes grands-parents qui sont revenus de déportation. Et en somme, je raconte à travers cet essai comment moi je perçois en fait ces replis identitaires aujourd'hui qui font si mal à notre France. Et justement, vous parlez à un moment du livre de vos 2 grands-pères qui dialoguaient, l'un avec un accent yiddish, l'autre avec un accent gambien, puisque c'est du Sénégal et de la Gambie que Ouais, vient du votre Wolof, père. Sérère, voilà. Ouais. C'est ça. Ouais. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre votre plume à ce moment où se sont cristallisés les débats autour de l'identité ? Alors moi, c'était pas forcément par rapport au débat, c'est simplement lorsque, bon, moi j'ai fait des études en droit et notamment par rapport aux droits fondamentaux. Alors peut-être que c'est aussi par rapport à mon histoire et cette lutte contre toutes les discriminations et tous les motifs de discrimination. Moi, je sais que j'ai eu la chance de grandir dans une famille extrêmement protégée parce qu'il y avait un respect de l'autre et un amour de l'autre et qu'on connaissait en fait les drames de l'histoire dans notre chair. Et c'est arrivé en fait à un moment où moi je me bats donc depuis 25 ans contre les discriminations et l'antisémitisme et l'homophobie et tout ça. Et le moment où on m'a qualifiée de personne racisée. Déjà il y a quelques années on m'a qualifiée de personne dite de la diversité. Donc j'étais choquée puisqu'à 35 ans apprendre qu'on est de la diversité, pour moi ça a été un choc. Je ne me suis jamais estimée de la diversité. Citoyenne française, oui, avec un pédigré particulier, mais comme beaucoup de Français en réalité. On est quand même ce peuple de mélange, on n'est pas un peuple ethnique, on est un peuple politique, on est un peuple qui croit en un socle commun de liberté, d'égalité, de fraternité, de construction, d'émancipation. Et c'est vrai que quand on a commencé à me désigner dans une petite case, qui est celle de la diversité d'abord, puis ensuite de raciser ensuite, puis ensuite de raciser, et ben je me suis pas du tout reconnue et puis j'ai estimé que c'était une violence en fait, c'est-à-dire que c'est pas des personnes que je ne connais pas qui doivent m'assigner à ce terme-là d'abord et ensuite qui doivent m'assigner à une manière de penser extrêmement violente, extrêmement revancharde, extrêmement haineuse, notamment par rapport à notre État. Et donc voilà, je ne me reconnaissais pas là-dedans et j'avais envie justement, par rapport à cette liberté et cette égalité, de m'exprimer. Et d'où le terme, le déplacement un peu ironique que vous opérez, ou malicieux peut-être plus, que vous opérez dans le titre de raciser à racer. C'est ça que ça voulait dire aussi, c'est le refus de cet enfermement? Oui, d'abord c'était aussi une révérence à la langue française, parce que c'est vrai que c'est un mot qu'on n'emploie plus justement et qu'on a peur aussi d'utiliser certains mots aujourd'hui de par la domination et la colonisation woke. On a peur de se dire en liberté et de rentrer en dialogue en liberté et de se réapproprier finalement notre vocabulaire, notre langage français. Et donc effectivement, j'ai ajouté une 3e définition à ce mot racer, que je définis donc dans cet ouvrage comme étant des personnes qui ont plein de racines en elles. Voilà. Et justement, la lutte, vous la menez sur le terrain du langage.
C'est-à-dire il faut changer les mots pour changer les choses. Donc vous commencez par dénoncer un certain nombre de mots qui séparent, ceux qui ne vont nulle part, avant de passer aux mots qui réparent. Pourquoi c'est si important de redonner tout son pouvoir de définition et d'affranchissement au langage? Parce que j'ai eu la sensation, et je me rends compte au fond chaque jour, notamment quand je discute avec des jeunes, qu'on n'a plus le recul face à des mots que l'on entend. Et alors, à l'ère des réseaux sociaux, où on est dans des boucles de répétition de certains mots, aujourd'hui, il y a le mot radical qui s'invite dans la campagne politique. Tout le monde devient radical, sauf que radical, c'est pas extrême. C'est un autre débat, mais en tout cas, je voulais me replacer face à des mots. Racisé, c'est un mot qui porte en lui la victimocratie, c'est-à-dire que vous naissez racisé, vous finirez dans votre vie racisé, et quel que soit votre parcours de vie. Par ailleurs, dire à des jeunes, vous êtes racisé, vous êtes victime de racisme, même lorsqu'ils ne l'ont pas vécu, c'est essentialiser, c'est déshumaniser, c'est faire une croix sur toute forme d'émancipation et toute forme de travail aussi, sur soi et avec les autres. Et donc, c'est finalement une identité carcérale qui vous empêche de vous vivre et qui nous sépare et qui en plus raconte n'importe quoi de nous-mêmes. On a déjà un mot qui existe en fait, c'est juste être discriminé. Donc inventer un nouveau mot qui est racisé pour remettre la race au centre, je pense que c'est extrêmement dangereux et que surtout ça permet de rentrer en dialogue avec l'autre partie de l'échiquier qui est l'extrême droite. Oui, d'accord. Et vous, effectivement, finalement, vous dénoncez un petit peu sur le même plan les deux blocs identitaires de gauche, d'extrême gauche et d'extrême droite, au nom de ce dépassement et de l'universalité républicain, de l'universalisme républicain. Exactement. Et c'est surtout que je vois bien que dans les deux camps, qui semblent s'affronter, mais qui en réalité sont faits l'un pour l'autre, pour se répondre et se batailler, qu'en réalité, ils mettent l'histoire de la race pure au centre. L'histoire des réunions en non-mixité, c'est très précisément ça. C'est ne considérer que, personnellement, je ne suis que noire, et tout le reste n'est absolument pas intéressant. Moi, ce qui m'a intéressée aussi, c'est que vous parlez de la réparation de manière magnifique comme un processus, en plusieurs étapes. Il y a l'étape de la souffrance, il y a l'étape de la colère, il y a l'étape de prendre les armes, il y a l'étape de revenir vers une convergence. J'avais l'impression que l'intersectionnalité et la non-mixité, c'était aussi ça. C'était aussi ménager un sas, un safe space, sécurisé de certaines attaques racistes ou sexistes, avant de revenir vers le tout républicain, mais qui avait cette nécessité de se penser, de se définir en non-mixité, justement. Oui, mais je pense que... alors, deux choses. Je pense qu'effectivement, sur le papier, l'intersectionnalité et la non-mixité étaient des bonnes choses. Si l'enjeu était de se réparer, et de véritablement se réparer pour aller ensuite vers les autres et refaire sa vie, entre guillemets, normalement, avec cette souffrance intérieure. Mais normalement, pour la dépasser, se dépasser soi-même, c'est super. Sauf que dans le réel, d'une part, la non-mixité n'existe pas. C'est-à-dire que moi, ma safe space, par exemple, elle est partout. C'est-à-dire que ma safe space, c'est d'avoir ma famille, elle est de toutes les couleurs de peau et de tous les sexes. Donc, en fait, quand on grandit dans une famille où sa mère est très blanche, polonaise, et son père est très noir, sérère, c'est-à-dire c'est un des peuples les plus noirs, en fait, d'Afrique, forcément, sa safe space, elle est dans des endroits mélangés. Moi, lorsque je suis dans un endroit qui est homogène, en tout cas qui se revendique comme une homogénéité, ça m'oppresse. Et je pense qu'au fond, la non-mixité, elle est véritablement quand on est seul, ou alors quand on est avec ses propres clones, parce qu'on est tous éperdument différents. Sinon, il n'y aurait pas notre ADN, il n'y aurait pas notre voix, notre manière de marcher, notre manière de parler, nos pensées. Donc, on est extrêmement divers dans ces réunions dites en non-mixité. Et puis, après, ce qui est venu, c'est le dogme. Après la lettre de l'intersectionnalité et de la non-mixité, c'est ce truc où on se réunit ensemble, non pas pour se réparer, mais pour créer un sentiment de revanche, de se dessiner des ennemis à abattre, à combattre,
et d'être en non-mixité, mais dans un rapport de domination aussi. Parce que s'il y a une majorité silencieuse aujourd'hui par rapport au wokisme et plein de phénomènes, c'est parce que les gens ont peur de s'exprimer. Comme les gens ont peur de dire qu'ils sont républicains, enfin en tout cas qu'ils aiment nos principes républicains, qu'ils aiment la Constitution, et donc donc voilà. Et puis le pire du pire au fond, moi ça a été en fait lorsque j'ai compris que l'intersectionnalité dans le réel, c'était gommer en fait ma partie juive. Enfin c'est pas une partie juive, on peut appeler ça comme ça, c'était gommer ma judéité. Puisque la judéité fait partie de la domination et que là aux États-Unis, il y a des idéologies extrêmement antisémites qui font via l'intersectionnalité le jeu des extrêmes sans nom. Moi, j'ai trouvé que votre judéité dans le livre, elle était aussi reconquise par votre exercice de sémantique. Tout le travail de la langue, tout le travail des mots, ça m'a rappelé celui d'un rabbin sur un sermon où vous travaillez vraiment la matière pour avoir toutes ces significations et toutes ces ambiguïtés. C'est particulièrement le cas dans Les mots qui réparent. Est-ce que vous pourriez nous Oui, et je vous remercie de me poser la question parce qu'en réalité, c'est vrai que ce livre, les gens se sont beaucoup focalisés sur ce qui a fait le buzz, c'est-à-dire surtout la première partie, qui effectivement énonce ce qui nous répare et des mots en fait qui nous énoncent ce qui nous sépare plutôt et des mots qui nous tuent au fond. Et c'est vrai que la troisième partie, je m'y suis attachée. Par amour de la langue française, effectivement. Et puis, moi, j'ai fait le Talmud aussi, donc par amour de l'interprétation à l'infini, contrairement à cette société où on est dans une société du jugement, où plus rien n'est interprétable. Et c'est vrai que même dans le mot racer, c'était lui donner encore une nouvelle interprétation, et j'espère que les générations à venir pourront encore le réinterpréter, ce mot, comme on pourra réinterpréter à l'infini le mot de réparation. Et ces mots qui séparent, ces mots qui réparent, j'avais envie de les citer. C'était intimité, invisible, silence, création, désir et signature. Pour moi, ces mots, ils sont très beaux. Ils relèvent de l'individu, de sa trajectoire singulière dans le monde. Comment vous revenez à un projet politique de couture, de réparation, pas de vivre ensemble, puisque ce mot, pour vous, il est trop aseptisé et trop creux, mais de faire société dans ce cas? C'est-à-dire que on a tous une responsabilité, sinon on ne serait pas là. Et j'avais le sentiment qu'on demandait aux gens de nous réparer, c'est-à-dire et notamment les racialistes, en fait, c'est ça, c'est-à-dire qu'ils demandent aux personnes de présenter des excuses ad vitam, sauf que moi, ce que je sens dans leurs propos, c'est une souffrance. C'est une souffrance intime. Peut-être c'est un manque d'amour, peut-être c'est un manque de connaissance de leurs racines, peut-être c'est un manque de connaissance de leurs désirs, justement, de ce qu'ils ont envie de faire dans la vie pour pouvoir se révéler à eux-mêmes. Et je pense que, effectivement, le premier projet politique, c'est de commencer par son intimité, par soi, son intimité, savoir ce que l'on peut faire, savoir où on doit progresser, savoir là où on est bon, savoir où il reste de la souffrance. Quand on a dessiné sa souffrance, peut-être qu'on peut mieux la voir en face et pour pouvoir se réparer. Et ensuite, quand on est dans ce rassemblement intérieur, on peut tenter d'aller vers un rassemblement qui va vers la société. Oui, vous en parlez très bien. Vous dites, nous sommes des êtres fragmentés, multiprotéiformes, hétérogènes, qui nous adaptons en permanence à des rôles et à des conditions pour des raisons sociales. Exactement. Alors peut-être que c'est aussi ma filiation. C'est vrai que mon grand-père, comme beaucoup de grands-pères ashkénazes, était dans le shmates et que, en tant que tailleur pour hommes, j'ai aussi en fait eu cette volonté de mettre au centre ce qu'était la couture et de recoudre comme ça à l'intérieur de soi, nos tissus donc, et pour ensuite aller vers l'autre et trouver ensemble le vêtement que l'on pourra porter au mieux en fait pour faire cette société. Peut-être pour terminer dans ce cas l'interview, vous parlez de cette influence de votre grand-père tailleur. Vous avez aussi 2 parrainages par 2 figures littéraires très importantes. Il y en a d'autres qui sont citées dans le livre, mais il y a Romain Gary et Édouard Glissant qui apparaissent vraiment comme assez tutélaires de votre travail. Pourquoi eux? Qu'est-ce qu'ils apportent dans le débat contemporain sur l'identité?
Alors, c'est vrai que Romain Gary, dans le livre, c'est vraiment le fil rouge parce que, effectivement, bon, déjà, c'est un auteur incroyable. C'est un auteur qui, grâce à ses identités, a réussi à duper tout le monde. Comme quoi, on peut y arriver, en fait, à être multiple, et notamment multiple dans ses écritures, avec des signatures différentes. Ce qui fait qu'on n'est pas d'un seul bloc, c'est-à-dire qu'il est le symbole, lui, de cette multiplicité. Et puis son parcours de vie assez incroyable, une ouverture au monde, c'est une identité à l'infini, Romain Gary, dans ses œuvres, dans ce qu'il a fait évidemment pendant la guerre en Europe, mais ce qu'il a fait aussi en Afrique avec Les Racines du ciel, a révélé au monde cette tragédie-là, puis aux États-Unis. Et donc je trouvais effectivement cette personnalité intéressante qui dit si bien que nous sommes tous des additionnés, d'un côté, et de l'autre, c'est Édouard Glissant, parce qu'en fait j'ai eu l'occasion de travailler avec lui. Et c'est vrai que sur son approche de l'identité et de la réparation et de la créolisation, il a aussi une approche, je ne sais pas si vous le savez, mais très talmudique, parce qu'au fond, la créolisation, c'est pas d'être métisse, c'est pas ça la créolisation. La créolisation, c'est ce qui s'est passé après la Shoah, c'est-à-dire que au lieu de se replier sur soi-même, les rescapés ou ceux qui ont fui sont allés partout dans le monde. Et en fait, c'est s'ouvrir au monde pour pouvoir continuer de survivre puis de vivre. La créolisation, c'est ce qu'on a vécu avec le Covid, c'est-à-dire qu'on aurait pu ne plus parler à personne, mais non, on a regardé ce qui se passait en Israël, on a regardé les variants indiens, le variant anglais, on a regardé ce qui se passait aux États-Unis pour pouvoir se sortir, tenter de se sortir d'une crise. Et c'est ça. Et donc ça, je trouve que c'est un modèle et c'est notre patrimoine. Et pourquoi réinventer la poudre avec des dogmes qui n'ont pas de racines alors qu'on a un patrimoine littéraire qui est extraordinaire? On va vous laisser sur cette belle parole. Merci beaucoup Merci à vous. d'avoir échangé avec moi. Merci.